Et oui, si je vous reprends une fois de plus depuis mon salon, vous vous en doutez, c'est pour ouvrir un nouveau vlog. Alors cette ouverture va être très rapide parce que dans quelques dizaines de minutes, on va dire, il faut que je parte de chez moi pour aller récupérer mon deuxième enfant, donc j'ai vraiment pas beaucoup de temps ce soir. Pour tout vous dire, à la base, je pensais pouvoir vous chroniquer aujourd'hui une lecture que j'ai faite ce week-end, mais je dois me rendre à l'évidence que ça va être bien trop compliqué. Peut-être que je le ferai, vous me direz, dans la soirée, une fois que les enfants seront couchés, c'est pas impossible. Mais là, tout de suite, ça risque d'être un peu tendax. Bref, je vais quand même vous montrer du coup ce que j'ai lu ce week-end. Le livre dont il va donc falloir que je vous parle, il s'agit d'Amour solitaire de Morgane Hortin, ici aux éditions J'ai lu. Je vous expliquerai, mais c'est un ouvrage un peu particulier, une sorte d'ovni littéraire, entre le roman, la poésie et un je ne sais quoi un peu indescriptible. J'espère vous en parler beaucoup mieux lors du prochain rush. Et il faut vraiment que je vous en parle vite parce que du coup je l'ai lu ce week-end. Et dans la foulée, j'ai entamé le deuxième tome. Et comme vous voyez, je l'ai déjà plutôt bien entamé. Donc à mon avis, celui-ci, je vais le finir aussi très vite. Comme ça, vous avez un petit peu une idée déjà de la suite des réjouissances. Sinon, j'ai commencé à monter le vlog que vous aurez vu normalement avant celui-ci et je me suis rendu compte que j'avais complètement oublié de vous parler finalement de mon choix quant au livre que j'ai donc proposé au dernier club de lecture auquel je participe. Alors on va dire que j'ai pas vraiment fait de choix et que j'ai laissé les autres participants choisir puisque mon choix premier a donc bien été La Ligne Verte. Mais étant donné qu'il s'agissait tout de même d'un livre de 500 pages et que pour certains lecteurs 500 pages c'est déjà du petit pavé, j'avais assuré mes arrières en prenant avec moi un second choix qui n'était ni plus ni moins que le sublime et grandiose Des souris et des hommes de John Steinbeck, qui pour le coup fait ses petites 160 pages. Et j'ai donc laissé les gens choisir et sans trop de surprise, par le nombre de pages je pense, le choix s'est donc porté sur Des souris et des hommes, mais j'en reste absolument ravie parce que, contrairement à ce que je pensais de prime abord, en fait, la plupart du club de lecture ne l'ont jamais lu ou l'ont lu il y a très longtemps et n'en avaient pas forcément de souvenirs. Et en plus de ça, ma présentation tout de même de La Ligne Verte de Monsieur King a réussi à susciter tout de même l'envie auprès de certaines lectrices qui vont probablement le tenter également. Donc voilà. Écoutez, du coup, pour ma part, je vais tenter une énième encore relecture Des souris et des hommes avant le prochain book club. Et puis voilà. Après, c'est toujours un plaisir de lire et relire ce petit chef-d'œuvre de Steinbeck. Bref, vous l'aurez compris, vous et moi, on parle très vite de Amour solitaire, et puis advienne que pourra pour la suite de ce vlog. Voilà, j'espère que vous êtes ravis de me retrouver. Moi, je suis ravie de ressortir la caméra et de continuer à vous parler bouquins et autres qui viendra pimenter et agrémenter mon quotidien et autres sujets dont tout simplement j'aurais envie de vous parler. Bon, et bien, sans grande surprise, je n'ai pas eu le temps de vous reprendre hier. Bon, vous me direz, pour vous, ça change pas grand-chose. Du coup, je prends tout de même 10 minutes ce matin pour venir enfin vous parler donc de Amour solitaire de Morgane Hortin aux éditions J'ai lu. Alors, je vous disais hier que cet ouvrage est une sorte d'ovni littéraire parce que, personnellement, avant de le débuter, je sais pas pourquoi, j'avais un peu dans l'idée comme ça que ce serait une sorte de livre ou de recueil de poésie. Alors qu'en fait, pas du tout. Morgane Hortin avait apparemment ouvert, il y a de ça quelques années, j'imagine que ça existe toujours, un compte Instagram qui s'appelle donc Amour solitaire, sur lequel les gens pouvaient envoyer des textes ou des extraits de conversation, d'échanges amoureux, et l'auteur du compte, donc Morgane Hortin, republier sur ce compte Instagram ces extraits. Toujours est-il donc qu'un jour elle a eu l'idée de se servir de cette matière brute, on va dire, pour confectionner une histoire, une sorte de
romance, on va pouvoir dire. Bref, pour faire simple, elle a utilisé, alors elle donne le nombre exact au début, il y a donc eu 278 contributeurs qui ont rendu ce livre possible, donc 278 personnes qui ont donné comme ça un peu des mots échangés avec la personne aimée et donc ces échanges, Morgane Hortin est venue s'en servir et les assembler pour donner vie à donc ce roman, à cette histoire d'amour. Ouais, parler d'histoire d'amour sur la chaîne, c'est pas quelque chose qui arrive tous les jours, donc ouvrez grand vos écoutilles, parce que c'était très chouette, mais je pense que je suis pas là non plus à me mettre à lire de la romance demain. Je me suis donc lancée dans cette lecture en ne connaissant que très vaguement le principe de base et forcée de constater que ce fut pour ma part vraiment une très bonne surprise. Alors comme je le disais à un titre personnel, c'est vrai que je ne connaissais pas du tout le compte Instagram Amour Solitaire, ni d'ailleurs tout court Morgane Hortin, mais j'ai vraiment beaucoup aimé ce principe de base finalement d'écrire une fiction avec le mot des autres, avec les mots des autres, parce qu'en réalité l'idée derrière ça c'est d'écrire une fiction avec des morceaux de réalité. Parce que si sur le papier l'idée de base est sympa, je pense tout de même que la réalisation n'a pas dû être si simple que ça. Parce que oui, de prime abord, on pourrait se dire « Ouais, ok, c'est facile pour l'auteur, elle n'a pas écrit une seule ligne. » Oui, c'est vrai, mais elle a agencé finalement les lignes des autres pour donner vie à une véritable histoire de sentiment, une véritable histoire d'amour qui donne cette sensation d'être tout à fait plausible et surtout de n'avoir été écrite plutôt que d'une seule traite de la part d'une seule et même personne. Et ça, c'est un sacré défi relevé, je trouve. Franchement, très vite à la lecture de ce titre, j'ai complètement occulté le fait qu'il s'agissait d'un assemblage de messages de centaines de personnes différentes pour vraiment me laisser porter par cette histoire aux airs de contes épistolaires modernes qui présente, je trouve, du coup une certaine forme d'universalité et dans laquelle je suis persuadée que toute personne qui a un jour aimé ou a été aimée se retrouvera d'une façon ou d'une autre. Je suis persuadée qu'il y aura forcément des passages qui feront écho à une partie de votre histoire personnelle. Alors non, ce n'est pas le roman du siècle et très sincèrement je ne pense pas qu'il ait été écrit dans ce but-là et non, la plume n'est pas extraordinaire, mais là encore, ce n'est pas pour cela que ce texte a pris vie. Je pense vraiment que cet ouvrage n'a pour but que de célébrer, entre guillemets, le sentiment amoureux, à le montrer sous différentes facettes et à lui donner un peu corps, je dirais, au travers donc de nos deux personnages principaux qui tout du long ne font que s'échanger des messages, deux personnages qui d'ailleurs ne sont absolument jamais nommés et qui donc par conséquent peuvent, en tout cas en principe, être chacun et chacune d'entre nous. En fait, je crois que vraiment j'ai trouvé ce titre intelligent, sans être absolument un coup de cœur, hein, pas du tout. Ce fut malgré tout un très chouette moment de lecture qui m'a complètement sorti de mes sentiers battus. Ce livre, c'était une petite bouffée d'air frais, c'est vraiment une lecture qui se picore ou à contrario qui se dévore, un peu à l'image de l'amour finalement. Chacun le vit bien de la façon qui lui convient le mieux. Et bien voilà, il en est de même pour ce livre. D'ailleurs, de façon générale, il devrait en être de même pour tous les livres de la Terre et pour la lecture au sens large. Lisez bien de la façon que vous le souhaitez, de la façon qui vous procure le plus de plaisir et qui vous fait le plus de bien. Après tout, l'important c'est de lire et ouais, comme vous le voyez, pour ma part, j'ai pris beaucoup de plaisir à lire cet ouvrage-ci alors que pourtant, sur le papier, c'est pas franchement voilà, le genre de texte qui d'habitude me plaît le plus, ni le genre de sujet qui m'embarque le plus, mais ouais, c'était vraiment, vraiment chouette, très sympa. Je vous dis pas un coup de cœur, mais c'était une jolie parenthèse et comme quoi, même si je ne lis pas de romans, je ne suis pas tout à fait fermée, je dirais,
aux histoires d'amour. Ne me faites pas passer pour une sans-cœur, ce n'est pas le cas. Bref, du coup, dans la foulée, je me suis lancée dans la lecture du tome 2 parce que je me suis dit que, je sais pas, j'étais lancée dans une dynamique et pour le coup, je me suis dit que si je ne le lisais pas rapidement, ce tome 2 risquait de traîner très longtemps dans ma pile à lire. Donc voilà, du coup, je l'ai lu et dévoré très rapidement parce qu'il est un peu plus court que le tome 1. Et je vous débriefe cette lecture du tome 2, là aussi très rapidement. Je ne peux pas le faire tout de suite parce que ce matin j'ai beaucoup de choses à faire. Mais promis, si tout va bien, je vous reprends dans l'après-midi pour vous parler de celui-ci. En fait, je crois que généralement, je suis plutôt réceptive un peu à la lecture des ovnis littéraires. C'est pas la première fois que je me fais cette réflexion, donc si vous avez en tête comme ça des ouvrages qui sont un peu inclassables, n'hésitez pas à me donner les titres et les auteurs en commentaire. Vraiment, ça m'intéresse beaucoup. Je crois que ça fait partie un peu de ma curiosité de lectrice de parfois tenter comme ça un peu des expériences littéraires. Donc voilà, je vous attends en commentaire. Sur ce, j'arrête de parler parce que sinon ce vlog va encore être beaucoup trop long. Et surtout parce que j'ai moult choses à faire, comme je le disais, donc il est temps que je me remue le popotin et que je me mette en marche pour toutes mes tâches de la journée. Le 20 mars dernier, nous avons donc eu la chance de nous rendre à Disneyland Paris et d'être invités à découvrir en avant-première le nouvel univers dédié à la Reine des Neiges. Autant vous dire que le petit bout de chou était comme un dingue. Enfin, on va pas se mentir, les grands aussi, on était comme des dingues. On a bien sûr découvert la nouvelle attraction Réponse, que personnellement j'ai adoré. Il faut savoir que Réponse est l'un de mes Disney préférés, si ce n'est d'ailleurs mon Disney préféré. Le décor est juste magique. Vraiment, on s'y croyait. Je m'attendais à voir débarquer Flynn d'une seconde à l'autre. Bien sûr, ensuite nous avons poursuivi notre déambulation. On a vraiment une chance incroyable parce que ce jour-ci, le beau temps était clairement avec nous. Et puis nous avons bien sûr pu découvrir cet univers avec vraiment très très peu de monde autour de nous. Les conditions étaient exceptionnelles. Les spectacles sont incroyables, les décors sont sublimes. Les équipes de création ont vraiment fait un travail de fou furieux. On s'y croit complètement, c'est ultra immersif. Et puis, pour ce qui est de l'attraction La Reine des Neiges en tant que telle, là encore, c'était génial. Elle est extrêmement bien faite. Les personnages animés sont d'un réalisme fou. Là encore, c'est absolument immersif, féerique, magique. Par contre, je tiens tout de même à noter qu'il y a quelques petites surprises, telle qu'une petite descente à l'envers, suivie d'une descente un peu plus importante sur la fin. Donc attention, peut-être pas y aller avec des trop petits non plus. Parce qu'en tout cas pour ma part, je pense que j'ai bien crié dans la descente finale. Bref, tout ça pour dire une fois encore un grand merci pour cette invitation à Disneyland Paris parce que c'était un petit moment suspendu dans la semaine auquel on ne s'attendait pas à la base et qui a vraiment ravi les grands comme les petits. Bon, ça y est, je prends une petite
pause dans mon travail pour rallumer cette caméra parce que ça fait quelques jours déjà que je suis censée le faire et que je ne trouve pas le temps de le faire. Alors comme vous l'aurez vu normalement, il y a quelques jours de ça, nous avons eu la joie d'aller découvrir le nouveau land Frozen à Disneyland Paris. C'était juste, bref, génial. Je vais pas revenir dessus parce que normalement vous aurez eu les images et mes commentaires, mais vraiment c'était une très très chouette expérience. Mais si je revenais aujourd'hui, bien sûr, c'était pour vous parler avant tout de lecture et surtout pour vous faire enfin mon débrief quant à ma lecture de Amour solitaire, le tome 2 de Morgane Hortin, que j'ai du coup déjà lu il y a plusieurs jours maintenant. J'avais donc décidé de lire ce second tome dans la foulée du premier tome pour continuer, je dirais, ma petite incartade un peu voyeuriste, dirons-nous, au cœur de cette histoire d'amour entre ces deux personnages qui sont toujours aussi anonymisés, je dirais, que dans le premier tome. La seule chose que l'on sait avec certitude, c'est qu'il s'agit d'un homme et d'une femme, mais vraiment ça s'arrête là. Alors il faut savoir du coup que ce tome 2 reprend vraiment, je dirais, là où l'histoire s'en est arrêtée à la fin du premier tome. La seule différence, je dirais, notoire entre le premier tome et ce second tome, c'est que dans celui-ci, on a également droit à quelques échanges de messages entre la jeune femme et sa mère. Ce qui n'était pas du tout le cas dans le premier tome. On n'avait vraiment que le mec et la nana qui en permanence s'envoient des messages. Alors je suis toujours plutôt cliente du concept et assez admirative de cette capacité que Morgane Hortin a à prendre cette matière brute et à l'organiser de façon cohérente. J'ai trouvé par contre que dans ce second tome, il y avait moins de poésie entre guillemets, qu'il se dégageait des discours, en tout cas de la mise en forme de ces discours, quelque chose de beaucoup plus réaliste, ouais, de bien plus ancré dans la réalité et aussi quelque part d'un peu plus pesant avec des sentiments, enfin, beaucoup plus de sentiments en tout cas un peu négatifs. Si le premier tome s'inscrivait dans un schéma, je dirais, très délicat et passionnel, ce second tome, quant à lui, est beaucoup plus brumeux et chargé. Et alors que pour autant je ne cesse de répéter que je n'aime pas les histoires d'amour cucu et je ne cesserai de continuer à le répéter, et bien malgré tout je dois reconnaître que j'ai plus apprécié le premier tome que celui-ci. Dans ce second tome, il y avait pas mal de répétitions, je dirais, dans les réactions et même parfois les discours des personnages. Et je crois que ça m'a par moments un peu lassée. Et puis tout simplement, je pense que ce second tome met l'accent sur une forme d'amour qui ne me parle pas forcément. En tout cas, une forme d'amour dans laquelle personnellement je ne me reconnais pas. Malgré donc une petite forme de lassitude entre guillemets et une prose qui m'a moins embarquée ou en tout cas que j'ai trouvé moins poétique que dans le premier tome malgré tout. Donc ce tome 2 d'Amour solitaire est resté une bonne lecture et je dirais même qu'à l'occasion, si en tout cas si l'occasion se présente, je pense que c'est avec joie que je lirai le tome 3 parce que j'ai vu qu'il y avait un tome 3 qui était sorti en grand format je pense cette année. Donc à mon avis le format poche, s'il doit sortir, n'arrivera pas tout de suite. Mais ouais, je serais bien partante pour un tome 3. Je ne pense toujours pas devenir un jour une lectrice de romance, définitivement pas. Mais j'aime tout de même lire l'amour quand il sonne vrai, quand il est ancré dans une certaine forme de réalité tangible. Et j'ai envie de dire, pour ça, quoi de mieux que de lire finalement les mots de gens lambda comme vous et moi. La lecture de ces deux tomes d'Amour solitaire fut donc pour ma part une vraie bonne surprise. Et je salue vraiment le travail de l'auteur pour ce concept aussi intelligent que sensible. Vraiment à découvrir donc si vous en avez l'occasion. Pour ma part, c'était une chouette petite parenthèse qui m'a vraiment fait du bien et qui m'a surprise dans le bon sens. Et du coup, suite à ça, comme je vous le disais, j'ai
voulu partir dans quelque chose de complètement différent, et puis j'avais envie d'une lecture un peu doudou, et pour ça, quoi de mieux que l'un de mes auteurs chouchous, j'ai nommé M.J. Erlich, avec donc ainsi Fond aux éditions 10-18 comme d'hab, que j'ai donc acheté il y a très peu de temps, mais bon, comme d'habitude les romans d'M.J. Erlich ne dorment jamais très longtemps dans ma pile à lire. Alors si je dois vous pitcher l'histoire, je vous dirais que donc c'est le tome, je ne sais plus, 11, 12 peut-être, quelque chose comme ça, de la saga avec le personnage récurrent du commandant Ellen Grace, qui est donc une femme flic au commissariat central de Southampton en Angleterre. Et donc dans ce tome-ci, l'histoire débute avec un jeune homme qui est victime d'une fusillade dans Southampton. Apparemment c'est une histoire de règlement de compte entre gangs autour du marché de la drogue. Et puis en parallèle de ça, on va également suivre Naomi, une jeune fille de 15 ans, je crois, 15-16 ans, qui se retrouve donc à la rue, qui vit à la rue depuis quelque temps, enfin qui était dans des squats avant et qui là se retrouve du coup à la rue et qui va être très rapidement enlevée. Sauf que sa mère va remuer ciel et terre pour retrouver sa fille, et surtout va venir demander l'aide du commandant Ellen Grace. Alors à la base, personne n'a très envie de mettre les moyens sur les recherches de cette jeune adolescente, parce qu'on se dit que bon, de toute façon c'est une fugueuse et que elle finira bien tôt ou tard par refaire surface. Mais voilà, comme d'hab, Ellen Grace a un peu son instinct qu'elle va vouloir suivre, et puis en plus de ça, le profil, on va dire, de cette jeune fille lui rappelle pas mal son propre passé, et elle va du coup vouloir effectivement la retrouver, et je vous laisserai découvrir la suite. Pour ma part, donc comme vous le voyez, j'ai plus que bien dégommé ce roman ce week-end, parce que c'est du M.J. Erlich et que vraiment ça se déglingue à une vitesse folle. Il me reste donc très peu de pages, mais je ne suis donc pour l'instant pas en capacité de venir vous donner mon avis final sur cette lecture, mais normalement, si tout se passe bien, ce sera le cas demain. Sur ce, il va donc falloir que je retourne assez rapidement, je pense, travailler. Je viens de voir dans le retour, comme vous le voyez peut-être, j'ai sorti aujourd'hui mon débardeur Joey et Pacey, parce que je crois que je suis toujours personnellement un peu dans le déni du décès de James Van Der Beek. Si vous êtes de la même génération que moi, je pense qu'il est très probable que, comme moi, la série Dawson's Creek a vraiment marqué et bercé votre adolescence. En fait, pour moi, durant mon adolescence, il y avait vraiment deux séries qui ont vraiment marqué et qui résument un peu mon adolescence. C'était, alors je dirais vraiment début d'adolescence et pré-ado, Dawson's Creek. Et comme vous l'aurez deviné, j'étais clairement team Joey et Pacey. D'ailleurs, je me rêvais en Joséphine Potter. Quel ado ne s'est pas projeté dans les baskets d'un personnage de série télé ? Je vous le demande. Et donc une fois que j'étais un peu plus grande, mais toujours ado, la série phare qui m'a vraiment marquée, c'était bien sûr One Tree Hill, les frères Scott en français. Série dans laquelle, là pour le coup, j'ai été très clairement team Peyton et Lucas, et là pareil, pour moi dans ma tête, j'étais le personnage de Peyton Sawyer. D'ailleurs, deux très bonnes séries pour ce qui est des BO. Franchement, les choix des titres musicaux présents dans ces deux séries est absolument topissime. Je pense d'ailleurs que ça a dû participer un peu à affiner mes goûts musicaux que j'ai toujours par ailleurs aujourd'hui. Et d'ailleurs, ce qui est très drôle, c'est que finalement les deux séries ont été tournées quasiment au même endroit. Il y a vraiment des plans comme ça qu'on peut retrouver dans les deux. Et on a également des personnages qui ont participé aux deux séries. Je pense par exemple à Hilary Burton et Chad Michael Murray, qui sont donc Peyton Sawyer et Lucas Scott dans Les Frères Scott, que vous pouvez retrouver aussi dans les dernières saisons de Dawson's Creek. Bref, c'était le petit quart d'heure nostalgique, mais ça fait vraiment partie de
de ces séries doudou de l'adolescence que j'ai vues, sans blaguer je pense à peu près 10 fois chaque saison et que j'ai toujours autant envie de regarder à nouveau. Je pense d'ailleurs que prochainement je vais me les refaire, au moins les Dawson là. Je vais regarder sur quoi c'est disponible, sur quelle plateforme, mais ouais, c'est fort probable que bientôt en bossant je me remate de nouveau toutes les saisons de Dawson's Creek. Du coup, je serais curieuse de savoir, vous, quelle est un peu la série qui a marqué comme ça votre adolescence. Et je pense que selon les réponses que vous allez me donner, je risque fort de pouvoir deviner un peu à quelle génération vous appartenez. Bref, dites-moi vraiment ça dans les commentaires, je pense que ça va beaucoup m'amuser et puis peut-être que potentiellement par la même occasion je vais découvrir des petites séries pépites que je ne connaîtrais pas. Bon, sur ce, le blabla c'est bien, mais j'ai du boulot qui m'attend, donc je m'y remets tout de suite. Et normalement ce soir je bouquine, et comme ça, demain, vous et moi, nous reparlons du MJ Harlidge. Pile au moment où je décide de sortir cette caméra, un énorme orage ainsi que de gros nuages se sont invités à la fête. Je suis ravie, c'est pas grave. L'important, vous me direz, c'est que vous m'entendiez. Et pourquoi je dis ça? Parce que vous vous en doutez, sans surprise, hein, hier j'ai bien sûr terminé un siphon d'MJ Harlidge et du coup forcément je viens vous débriefer un petit peu ce que j'ai pensé de cette lecture. Il s'agit donc du tome 12 de la saga d'Ellen Grace et je dois avouer qu'avec ce tome-ci j'ai une fois de plus retrouvé ce côté doudou et presque régressif que je ressens à la lecture de chacun des romans d'MJ Harlidge. La grosse lectrice de polar et de thriller que je suis sait à chaque fois que ce ne sera jamais des coups de cœur et que ce ne sera jamais une lecture extrêmement profonde et originale, mais je sais aussi qu'à chaque fois je retrouve ce côté très entraînant et très divertissant qui me procure toujours beaucoup de plaisir de lecture et qui fonctionne à chaque fois avec moi. Dans Ainsi fond, j'ai particulièrement aimé l'enquête et tout ce qu'elle peut entraîner avec elle dans son sillage de questionnement d'ordre morale et presque même sociétale. Bien sûr, je me vois obligée de rester vague afin de laisser le suspense entier, mais ouais, j'ai vraiment apprécié les sujets soulevés par l'auteur. Pourtant, l'histoire de fond et l'enquête en elle-même sont au global assez classiques, hein. C'est vrai que dans les tomes précédents, MJ Harlidge avait souvent mis un point d'honneur, je trouve, à proposer des intrigues beaucoup plus recherchées entre guillemets, voire parfois un peu tirées par les cheveux dans le but vraiment de proposer du coup une histoire qui se voulait originale. Or, dans celui-ci, on a presque l'impression qu'MJ Harlidge est un peu revenu au basique, j'ai envie de dire, qu'il est parti beaucoup moins dans le spectaculaire et pour autant, j'ai trouvé que le propos porté par le roman et les personnages n'a fait du coup que gagner en force et en consistance. Je pense sincèrement que c'est l'un de ces romans les plus intéressants que j'ai pu lire jusque-là, en termes de thématiques soulevées et de réflexion sociale. Est-ce que j'aurais aimé un peu plus de nuances à ce sujet? Oui, c'est certain. Là encore, je peux pas vraiment développer mon propos parce que ça fait partie de l'intrigue, mais sachez en tout cas que ça ne m'a pas empêché d'apprécier tout de même ma lecture et que ça ne m'a pas non plus empêché d'apprécier vraiment la démarche de l'auteur. Attention à noter aussi que c'est très probablement le tome de la saga dans lequel je trouve il y a le moins de suspense et de retournement de situation. Assez rapidement, les tenants et les aboutissants nous sont donnés parce que finalement les enjeux de cette histoire ne se trouvent pas dans cette révélation finale qu'on a généralement l'habitude d'avoir dans les autres tomes de la saga. Je vous le dis, c'est vraiment un tome pour le coup qui quitte un peu ce schéma du roman policier spectaculaire à rebondissement pour vraiment beaucoup plus glisser vers le roman policier assez classique qui flirte par moments avec le roman noir. Contrairement aux autres tomes de la saga, je tenais aussi à noter qu'il n'y a ici pas de détails un peu gore ou scabreux. Pourtant, on aborde des thématiques et des sujets plutôt sensibles et qui peuvent être heurtants. Mais
À aucun moment, M.J. Erlich ne donne de détails, je dirais, sur ces sujets-là, bien au contraire, ce qui fait que pour le coup, j'ai trouvé que ouais, ça en faisait vraiment un roman policier très grand public sans problème. Alors comme souvent, bien que ce soit donc un tome et en plus de ça assez avancé d'une saga, ce roman peut complètement se lire sans avoir lu les autres tomes de la saga. D'autant plus que pour le coup, j'ai trouvé que dans celui-ci, contrairement d'ailleurs à des tomes précédents, on revenait assez peu sur les histoires passées, même pas du tout, pratiquement. Et j'ai donc trouvé qu'avec Ainsi fond fond fond, M.J. Erlich avait pris une sorte de tournant dans la saga. Il semble vouloir se recentrer sur quelque chose de plus réaliste et de plus proche finalement des questionnements sociaux actuels et sociétaux aussi actuels, sans pour autant, et c'est là que c'est intéressant, perdre ce côté divertissant et extrêmement page-turner de son écriture. Vous me direz, dans le précédent que j'ai lu de lui, qui était un one-shot, dont, excusez-moi, j'ai oublié le titre, j'essaierai de vous le remettre là, j'avais déjà noté ce côté beaucoup plus réaliste, tangible et moins presque rocambolesque par rapport à tous les romans qu'il avait pu écrire précédemment. Donc je me dis que c'est peut-être effectivement un tournant qu'il a pris et qu'il compte prolonger sur la durée. En tout cas, pour l'instant, ça lui réussit plutôt bien. Finalement, j'ai envie de dire, le seul souci un peu que j'ai eu avec ce tome-ci me vient de son personnage principal. Pourtant, hein, je ne cesse de le dire, c'est vrai que depuis le début, j'ai un affect tout particulier pour le personnage d'Ellen Grace. Vraiment, j'adore cette flic, mais c'est vrai aussi que depuis quelques tomes, je vous le dis, son côté un peu tête brûlée et seul contre tous a tendance à gentiment m'agacer, et malheureusement ce fut une fois de plus le cas dans ce tome-ci. Je la trouve presque pédante en fait par moments, et on sent ce côté où elle devient un peu aigrie. D'ailleurs, la fin de ce roman laisse présager là encore un tournant, un changement possible par rapport à ce personnage, et j'ai trouvé ça plutôt bienvenu, et j'espère vraiment que ça permettra de donner une sorte de second souffle au personnage d'Ellen Grace. À titre personnel, c'est vrai que j'adorerais que dans les prochains tomes, Ellen soit un peu mise en retrait pour laisser peut-être plus de place sur le devant de la scène à Charlie, qui est donc son acolyte un peu depuis le début, que j'aime aussi énormément. Je trouve que ce serait un choix assez judicieux qui permettrait, je pense, de changer un peu le ton, le rythme et peut-être aussi le déroulé des enquêtes qui, au final, faut bien l'avouer, se ressemblent toujours un peu quelque part. Est-ce que ce sera le cas ? Écoutez, aucune idée, je n'ai pas de boule de cristal, mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que je me jetterai avec vraiment délectation sur le prochain tome. Comme d'habitude donc, et de nouveau, ce tome de la saga d'Ellen Grace n'a absolument pas été un coup de cœur, mais m'a tout de même fait passer un très très bon moment de lecture, et je note vraiment que le fait de proposer un roman policier peut-être un peu plus classique n'a pas amoindri l'intérêt que je porte et que je continuerai de porter à cette saga. Bien au contraire, même j'ai envie de dire. Donc voilà, vraiment hâte pour le coup de voir un peu ce qu'il a concocté pour le tome suivant. J'avais vraiment peur depuis un certain temps de voir cette saga que j'aime énormément s'essouffler, parce que c'est vrai qu'on avait une certaine redondance qui s'était installée depuis quelques tomes, et je trouve vraiment qu'avec celui-ci, il a pris un petit tournant qui n'est pas désagréable du tout, bien au contraire, et j'espère qu'il va poursuivre en tout cas dans cette direction. Du coup, une fois que j'ai terminé cette lecture, je me suis posé la question bien sûr de ce que j'allais lire après. Et c'est vrai que cette petite incartade comme ça dans l'écriture de l'un de mes auteurs chouchous m'a donné envie de retourner comme ça dans cette bulle un peu de
de réconfort, on va dire, avec un autre auteur que j'aime tout particulièrement, j'ai du coup décidé de sortir L'Entomologiste de Franck Bouys aux éditions Le Livre de Poche. J'adore Franck Bouys, j'ai pratiquement tout lu de lui, en tout cas c'est l'un de mes objectifs. Et en plus de ça, ce roman est très court, donc je me suis dit que ce serait parfait pour clôturer ce vlog parce que du coup, on est déjà grosso modo à 3 livres présentés, même si les 2 premiers étaient 2 tomes qui pouvaient se lire comme un seul et même roman. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai décidé de pousser ce vlog avec une autre lecture. J'espère que pour autant il ne sera pas trop long. Donc je me suis dit que pour ça, une lecture plutôt courte, c'était un choix judicieux. À savoir par contre que je m'étais pas forcément rendu compte en l'achetant, mais c'est un Franck Bouys dans le genre roman policier. Et alors autant vraiment je suis une énorme fan du Franck Bouys, auteur de polars noirs ruraux. Autant c'est vrai qu'avec ses romans policiers passés, j'ai pu avoir quelques petites déconvenues. Et je vais laisser les éboueurs passer et faire leur barouf et je vous reprends juste après. Je disais donc que j'ai eu certaines déconvenues avec les romans un peu policiers de Franck Bouys. Je me souviens de Oxymore, je crois, et un autre titre que j'ai oublié qui avait même fait partie de mes flops d'années passées. Donc c'est vrai que quand j'ai compris qu'on allait être dans un roman policier, parce que bon, à un moment, la scène de crime arrive avec un flic, donc je me doute qu'il va y avoir enquête, j'avoue que je me suis dit, aïe, j'espère que ça va le faire tout de même, mais voilà, cette thématique de l'entomologie, moi, m'intéresse tout particulièrement. Et puis pour l'instant, le début est vraiment pas mal, on retrouve vraiment cette écriture très particulière, très profonde et un brin poétique de Franck Bouys que personnellement j'apprécie tout particulièrement. Du coup, le roman s'ouvre avec le personnage de Lucas, qui est un jeune homme qui vit pas mal enfermé chez lui, de ce qu'on comprend, avec des terrariums ou des vivariums, je ne sais plus, bref, entouré de petites bêtes, d'insectes, d'où la thématique de l'entomologie. Et donc chapitre 2, parce que pour l'instant je n'ai lu que 2 chapitres, on se retrouve donc avec ce fameux flic qui est appelé sur une scène de crime dans une maison, je crois, dans laquelle on a découvert un cadavre sur le lit, cadavre qui est méconnaissable parce qu'il a été en grande partie dévoré par des fourmis. Voilà. Dit comme ça rappelle un peu le roman Insecte ou Insecte, je ne sais jamais comment on le dit, de Maxime Chatham, que j'avais très moyennement aimé. Donc bon, j'espère que celui-ci sera plus réussi et ma foi, j'ai bon espoir d'arriver à le lire assez rapidement et du coup de venir vous en faire un retour et bien sûr par la même occasion clôturer ce vlog. En attendant, je continue donc mes aventures dans les jours à venir. J'essaierai de vous emmener avec moi autant que faire se peut et puis voilà. J'espère vraiment en tout cas que les vlogs continuent à vous intéresser. J'ai vu vos retours sous le vlog précédent et apparemment ce format vous plaît plutôt bien. Donc écoutez, comme je le disais à certains, c'est tant mieux parce que pour les mois à venir, je pense que vraiment c'est le format qui... j'ai presque envie de dire le seul format que je serai capable de produire pour la chaîne. Donc voilà, écoutez, tant mieux si ça vous plaît, parce que moi, ça m'arrange. Bon, et bien après un week-end sans prendre la caméra pour cause de famille, tout simplement, qui passait avant toute chose, je la ressors donc aujourd'hui pour vous annoncer que, bien sûr, ce week-end, j'ai pu terminer L'Entomologiste de Franck Bouys. Alors, ce qui est bien, c'est qu'on peut dire que grâce à L'Entomologiste, je suis un peu moins fâchée avec le Franck Bouys, auteur de polar qui, disons-le clairement jusque-là, avait été très loin de me convaincre. Ce roman est donc effectivement pour moi meilleur que ces autres romans policiers que j'ai pu lire, qui étaient donc Oxymore et Orpheline, mais qui reste tout de même, je trouve, moins bon que ces romans noirs ruraux. Je ne vous recommanderais pas, à titre personnel, de lire L'Entomologiste si vous recherchez un
pur roman policier. Pour moi, c'est vraiment pas le roman que l'on va lire pour son enquête policière, bien qu'il y en ait une. Parce que si je regarde simplement le déroulé de l'enquête, les actions ou encore les répliques des policiers, je dois avouer que pour moi, il y a par moments un manque de crédibilité et de réalisme. Et puis la résolution finale était d'ailleurs pour moi un peu bancale, avec un peu trop de hasard heureux, dirons-nous. Mais une fois de plus, je le répète, vraiment, pour moi, l'intérêt premier de ce roman n'est absolument pas là. Ce qui est intéressant, ce sont vraiment les questionnements qu'apporte cette fin. Qu'aurais-je fait, moi, en tant qu'individu? Aurais-je fait ceci ou cela comme un tel ou un tel? Sans entrer nullement dans les détails, parce que je trouve qu'il n'y a rien de pire que de se faire spoiler un roman. Sachez juste que dans cette histoire, il est beaucoup question de liens familiaux, que ce soit d'ailleurs des liens familiaux assez forts ou au contraire plutôt délétères. Et également qu'il est beaucoup question de la vengeance. Alors après, c'est vrai qu'en tant que fan d'insectes et plus particulièrement de papillons, je me suis absolument régalée avec toute la partie qui était beaucoup plus centrée sur l'entomologie. Pour les connaître, c'est vrai que du coup je visualisais parfaitement certains insectes lorsqu'ils étaient décrits, lorsqu'il en était question dans cette histoire. Et pour ma part, je trouve que ça a vraiment rajouté au réalisme et à un certain côté immersif de cette histoire. Cependant, si les petites bêtes ne vous intéressent pas, ce que je peux tout à fait comprendre, ou si, pire que ça, carrément vous en êtes phobique, je vous avoue que je ne vous recommanderai peut-être pas forcément ce roman-ci. Pour ma part, j'ai vraiment beaucoup apprécié en tout cas en apprendre plus sur certaines espèces. Donc voilà, je dirais que pour moi ce n'est clairement pas l'un des meilleurs Frank Buys que j'ai pu lire, loin de là, ni d'ailleurs le plus mémorable je pense. Cependant, son écriture reste toujours aussi agréable, délicate, avec tout de même ce petit quelque chose d'un peu bizarre et presque inquiétant par moments. Je trouve que cet auteur a le don un peu bizarre, je dirais, d'arriver à parler avec beaucoup de poésie, de la noirceur et des sentiments parfois les moins avouables dont l'être humain est capable. Même si toutes ces histoires ne m'ont pas toujours embarqué, c'est vrai, malgré tout, sa plume n'a, quant à elle, jamais cessé de me charmer, de me toucher et de sonner vraiment agréablement à mes oreilles, ou en tout cas dans ma tête, parce que je ne fais pas forcément de lecture à voix haute, mais la voix résonne dans ma tête. Bref, en tant que lecteur, vous avez très bien compris de quoi je veux parler. Bien que les personnages de ce roman ne soient pas foncièrement attachants, j'ai tout de même ressenti une forme d'empathie et une certaine forme aussi de compassion pour le personnage de Lucas. Pourtant, il s'agit d'un jeune homme assez étrange par certains aspects et en plus de ça, la plupart du temps, il semble presque coupé de ses sentiments, un peu à la manière d'une personne qui souffrirait d'alexithymie. En tant que lecteur, on ne sait pas trop quoi penser de ce personnage, et puis c'est vrai que du coup il apporte une certaine froideur, je dirais, au récit, et surtout il peut avoir tendance du coup, presque par mimétisme je dirais, à nous laisser, nous lecteurs, un peu en retrait également émotionnellement de cette histoire. Et pourtant, par petites touches comme ça, l'auteur sait venir un peu fissurer cette carapace au fur et à mesure, et j'ai trouvé que ça n'en rendait ce personnage que plus touchant encore et plus intéressant. Voilà donc un roman de plus de Frank Buys à mon actif qui globalement m'aura fait passer un bon moment de lecture et qui, comme je l'ai dit, aura eu le mérite de me réconcilier un petit peu avec les polars de l'auteur. Cependant, je pense que le prochain titre que je lirai de lui, je le choisirai vraiment dans le genre dans lequel pour moi il excelle, c'est-à-dire vraiment le roman noir, souvent rural, avec généralement un fond social assez présent et des personnages
bien souvent taiseux avec un passé assez nébuleux. Je crois d'ailleurs me souvenir que l'un des rares qui m'attend encore dans ma pile à lire, ça doit être Vagabond, me semble-t-il, donc je croise les doigts pour qu'il corresponde plus à ce genre de roman et de littérature. Je vous avoue que je n'ai même pas lu le résumé, donc je n'en ai absolument aucune idée. Bien que cette lecture fût donc, pour ma part, vous l'aurez compris, loin du coup de cœur, Frank Buys reste tout de même l'un de mes auteurs favoris, que je continuerai bien sûr à suivre et à lire avec beaucoup de bonheur et que je continuerai malgré tout à vous recommander chaudement, même si je pense que pour celui-ci, vous savez du coup si vous devez y aller ou pas. Si vous aimez pas les petites dettes, déjà, oubliez je pense. Bon, sur ce, je ne me suis pas encore attaquée au montage de cette vidéo et je croise vraiment les doigts pour qu'elle ne soit pas trop longue. Je pense que dès aujourd'hui, je vais rouvrir un autre vlog parce que, comme j'ai dit, hein, pour l'instant, c'est vraiment le format qui me convient le plus. D'autant qu'en plus, j'ai commencé une autre lecture ce week-end déjà, donc voilà, je pense que je vais réembrayer là-dessus. À mon avis, je pense pouvoir vous dire sans trop me tromper et sans trop m'avancer que dans la prochaine vidéo, je devrais normalement vous parler de Franck Tillier et également du King, parce que vraiment là, je suis en gros manque de Monsieur King. Donc à mon avis, je vais très vite craquer. J'espère toujours autant en tout cas que mes vidéos vous plaisent, vous divertissent et puis surtout vous donnent envie de lire. Parce que bon, je vais pas me répéter, mais vous le voyez, hein, de toute façon, les vues en ce moment, c'est un peu compliqué, on rame un peu pour avoir de la visibilité, donc voilà, une fois de plus, un énorme merci vraiment à toutes les personnes qui prennent le temps de mettre un petit boost, de mettre un commentaire, de venir discuter avec moi, que ce soit ici en commentaire, dans les DM, sur Insta ou quoi, à partager aussi les vidéos sur Insta. Je vous vois, j'ai pas besoin de le dire parce que les personnes concernées, on discute assez régulièrement et voilà, vraiment un énorme merci parce que je sais qui vous êtes, en tout cas je connais vos pseudos et ça fait très chaud au cœur de sentir un petit peu ce noyau dur qui porte un peu la chaîne comme ça et qui me donne un peu de force pour continuer quand des fois on se dit c'est quand même beaucoup d'engagement pour peu de visibilité, donc voilà, merci vraiment à vous, c'est parce que c'est vous qui donnez envie de tout simplement continuer, vous et les quelques personnes qui parfois me disent en commentaire c'est grâce à toi que j'ai découvert cette auteure géniale ou c'est grâce à toi que je me suis remise à lire. Voilà, juste même si je ne recevais que 2 ou 3 commentaires de ce type par an, ce serait déjà, je trouve, bien assez pour justifier ce que je fais ici et bien assez pour me donner envie de continuer. Donc voilà, merci 1000 fois vraiment pour les retours que vous pouvez faire sous mes vidéos. C'est le moteur tout simplement de cette chaîne, en tout cas de mon moteur à moi pour faire le travail qui donne le contenu de cette chaîne. J'espère donc que de votre côté, vous faites de belles lectures, que vous avez passé un chouette moment en ma compagnie et je ne peux que vous donner rendez-vous au plus vite, au mieux sur cette chaîne et jusqu'à la prochaine, comme d'habitude, vous le savez, je vous souhaite bien sûr du fond du cœur, paix, amour et littérature dans vos cœurs. Bye!